Alors, vous garderez, s'il vous plaît, les plumes et le goudron pour la fin. Euh, je vais, je vais sans doute susciter quelques réactions, mais ne vous privez pas de réagir. Deux choses avant de commencer. Euh, pour répondre, entre guillemets, à madame ou faire écho, je ne crois pas que les choses n'aient pas avancé, mais c'est pas fini. C'est loin d'être gagné, et dès qu'on lâche un peu la pression, on revient en arrière. Donc, il convient de rester très vigilant, et je vous citerai des exemples quotidiens. On ne fait même pas attention. La deuxième chose, c'est que plusieurs ont dit partir d'eux-mêmes, alors qu'on dit d'aller vers les autres. Je ne voudrais pas insister trop lourdement sur le sujet, mais je crois que la seule référence que nous parvenons à connaître à peu près bien, c'est nous-mêmes, et encore à peu près seulement. Donc avant de s'attaquer aux autres et à leurs références, il convient toujours de se retourner sur soi. Je vais attaquer mon sujet maintenant. Pourquoi est-ce que j'ai opposé idéal inaccessible et impérieuse nécessité? Je vais vous montrer que je trouve que les choses avancent certes, mais pas assez vite. Et d'abord, on va définir la diversité. On va essayer de voir de quoi je voudrais parler. Ensuite, on verra que ça avance, mais pas très vite. Et puis, on essaiera d'aborder ensemble quelles solutions on peut essayer de trouver, même si on en a essayé beaucoup et qu'elles ont à peu près toutes échoué. La question qui se pose, c'est est-ce qu'une société comme la nôtre doit réserver sa sécurité, sa stabilité, son confort, ses capacités de formation, le travail, les capacités de réalisation de soi, à seulement un certain nombre, ou doit essayer de les accorder à tous? Alors, vous allez me dire, c'est évident qu'on les accorde à tous les textes concordent, ainsi de suite. Quand on regarde la réalité, on voit des gens qui ont pourtant de bons niveaux de formation, qui ont pourtant tout ce qu'il faut pour réussir, y compris des personnalités bien structurées, qui n'arrivent pas à sortir. Donc, on essaiera de réfléchir là-dessus. Si vous aviez parlé de diversité à mes grands-parents, alors je parle des miens, mais bon, j'ai 54 ans, je crois qu'ils vous auraient regardé avec des yeux comme des soucoupes. À l'époque, ça voulait rien dire. Le monde se limitait à quelques kilomètres carrés. On considérait volontiers le type du village d'à côté comme un étranger. De temps en temps, la perspective s'agrandissait, le monde s'invitait à la table. Enfin, le monde, c'était souvent le pays d'à côté. Et là, on parlait plus d'étrangers, on parlait carrément d'ennemis. Alors là, pas question d'essayer de le comprendre, pas question d'essayer de fraterniser. Alors, cette notion de diversité, elle est née très progressivement, et je crois que de sa naissance découle une partie de notre réflexion. Il a fallu que les femmes se mettent à travailler, comme si avant elles faisaient rien, hein, mais bon, il a fallu qu'elles se mettent à chercher un emploi salarié, pas forcément par choix, toujours par nécessité économique, quelques-unes par plaisir. Enfin, franchement, j'en ai pas rencontré beaucoup. Il a fallu que les générations issues de l'immigration se stabilisent pour que la main-d'œuvre supplétive ait des enfants qui fassent des études et qui commencent à taper à la porte des entreprises, pour qu'on commence à penser diversité. Il a fallu que les handicapés civils deviennent plus nombreux que les blessés de guerre, parce que les blessés de guerre étaient pensionnés, on leur offrait ça. Les invalides civils, les handicapés, il fallait qu'ils gagnent leur croûte, il faut qu'ils gagnent leur croûte. Ils ont eux aussi tapé à la porte des entreprises. C'est là qu'on a commencé à se dire que le monde était peut-être, notre monde, au pied de notre porte, était peut-être un peu plus varié que ce qu'on avait imaginé jusqu'à présent. Puis, bon, il y a eu l'expansion des voyages, le brassage des populations qui va avec. Et moi, je me souviens d'une chose. En juillet 69, j'avais 12 ans. J'étais en colonie musicale, j'étais flûtiste. Puis un jour, on a eu le droit de se coucher tard. On a regardé ensemble la télévision. Pas de peau, elle était noir et blanc. Mais à la télévision, il y avait une grosse boule, un peu irrégulière, avec un espèce de truc posé dessus, puis un bonhomme qui marchait en sautillant. Puis derrière, au fond, il y avait une autre boule, beaucoup plus petite. Cette boule beaucoup plus petite, c'était chez nous. Et je ne sais pas, je me suis dit que je ne considérerais être muté
que le jour où on me demanderait de la quitter, et que sur cette boule, je devais être partout chez moi, mais pas chez moi comme conquérant, chez moi, en harmonie. Donc, ce qui était jadis réservé à une infinité, une quantité infinitésimale, les voyages, l'immigration, la possibilité d'aller d'un pays à un autre parce qu'on l'a choisi, tout ça c'est devenu une réalité aujourd'hui. Notre pays est de plus en plus ouvert au monde, ça c'est une banalité, mais admettez quand même qu'aujourd'hui, tous les étudiants ou presque, non seulement parlent au moins une langue étrangère, mais passent une partie de leur vie d'étudiant à l'étranger. C'est quand même un excellent facteur pour essayer de s'ouvrir au monde, commencer à connaître. Commencer à connaître, c'est commencer à comprendre. Commencer à comprendre, c'est commencer à pouvoir vivre avec. Alors, je ne parlerai pas d'immigration. Je parlerai de la diversité existante. On a déjà bien assez de difficultés avec. Alors, est-ce qu'il s'agit de faire des statistiques? Est-ce qu'on va compter les hommes, les femmes, les juniors, les seniors, les étrangers européens, les étrangers non européens, les Français d'origine étrangère, les Auvergnats, les catholiques, les homosexuels, hommes ou femmes, les francs-maçons, les juifs et les cordonniers, bien entendu? Non, on ne va pas faire de statistiques. Moi, je n'ai pas de chiffres à vous donner. D'abord parce que pour moi, un autre, c'est un autre. Et le problème, il est de nos rapports entre ce que nous estimons être le modèle, souvent c'est nous, et les autres. Alors, je ne parlerai pas non plus des orientations, ce qu'on aura le plus de mal à travailler, ce sont les orientations philosophiques, religieuses ou sexuelles, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la vie privée, et il paraît qu'on a l'habitude de la respecter. En fait, chez nous, respecter, c'est souvent ne pas tenir compte. On oublie, on ignore. On ignore, sauf qu'un exemple, j'ai récemment eu affaire à un client d'une banque qui a demandé, un bon client, qui a demandé le licenciement d'une collaboratrice de la dite banque. Motif, elle était l'épouse d'un de ses collaborateurs à lui. Ça le gênait beaucoup que l'employé de la banque puisse avoir accès au compte, à son compte à lui, qui était le patron. Bon, il se trouve que la fille était en CDD. Je vous laisse imaginer ce que la banque a fait. Elle l'a renvoyé chez elle, payé jusqu'à la fin du CDD qui arrivait à son terme, CDD qui n'a jamais été renouvelé. Ça, c'est une intrusion dans la vie privée. C'est une discrimination sur je ne sais pas trop quoi. Mais c'est des choses que théoriquement, nous nous interdisons. Je dis bien théoriquement parce qu'on n'en parle pas, mais ça arrive. Avant, il y avait un numéro de téléphone pour dénoncer ça, c'était le 114. Maintenant, c'est devenu une ligne réservée aux malentendants. Sans doute que la dénonciation des discriminations n'est pas très importante. Puis une ligne téléphonique pour les malentendants, ça m'a fait un peu rire. Elle est accessible par fax ou par SMS. Donc, on retiendra de la diversité que c'est cette c'est cette particularité de la population, cette caractéristique qui est sa composition extrêmement hétérogène, de plus en plus hétérogène, mais face à un modèle qui jusqu'à présent a été dominant, toute une partie de la population, du fait de ces caractéristiques, se trouve en butte à quelques difficultés. Et on oppose à diversité la lutte contre les discriminations. On ne parle pas de diversité, en fait. On parle de lutte contre les discriminations. Ce qui veut dire, si on y réfléchit un petit peu, qu'on ne considère plus la diversité comme une richesse, parce que ça, on l'oublie un peu, on en parle, mais on l'oublie. Mais on estime que son absence est une faute, et une faute sanctionnable. Donc, personnellement, il me semble que le minimum minimorum devait être quelque chose qu'on pourrait comparer à l'équilibre des pressions osmotiques, c'est-à-dire que le milieu interne de l'entreprise devrait peu ou prou correspondre dans sa composition à ce qui se trouve à l'extérieur et qu'on devrait retrouver grosso modo à la spécialité près et ainsi de suite des compositions comparables. Je ne dois pas faire trop de statistiques, mais enfin, c'est quand même très très loin d'être le cas. C'est-à-dire que manager ou souhaiter la diversité, c'est envisager un environnement social où l'autre, on ne parle que de l'homo economicus, on n'est pas en train
d'essayer d'aller à la rencontre de toutes les populations, ne serait pas systématiquement la copie du modèle dominant. Notre présentatrice l'a dit tout à l'heure, blanc, mâle, jeune quadragénaire, apparemment en parfaite santé. Et encore, si on fait ça, on aura exclusivement une vision quantitative. Et je pense que les statistiques cachent un peu trop la réalité. Si on veut avoir une vision d'ensemble, il faut rajouter des éléments qualitatifs un peu, comme l'égalité de traitement, l'égalité des chances, et ainsi de suite, et rapporter ça à l'origine, le genre, la religion, la culture, l'âge, les opinions politiques, ou les options politiques ou sexuelles. Le quartier d'origine est aussi un sujet de discrimination aujourd'hui. Et quels qu'aient été les progrès, je pense qu'il faut quand même considérer qu'il y a encore énormément de progrès à faire, et les interventions du législateur, les interventions régulières, aussi inutiles les unes que les autres, du législateur me semble devoir en être plus qu'un indice. C'est plus la peine de vanter la diversité. Aujourd'hui, tout le monde vous dira que c'est fantastique, que ça améliore la productivité des entreprises, que ça permet, si vous faites un micro-trottoir à la sortie de n'importe quelle institution patronale, tout le monde vous dira que du bien de la diversité. Il y a des chartes de la diversité. Il y a l'Institut Montaigne a sorti, c'est lui qui a inventé une charte en 6 points, qui a été reprise par 200 ou 300 entreprises. Moi, ça me donne un peu l'idée, il y a un logo aussi, une certification. Je dirais que l'entreprise en France, ou notre société, vis-à-vis de ce sujet, notre société, elle est croyante, mais elle n'est pas pratiquante. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, d'une conversation entre deux personnes d'une institution, enfin c'était dans un syndicat patronal. Je ne voudrais pas en dire, c'était local et régional. Un tel, pourquoi il ne ferait pas l'affaire? Il est intelligent, sociable, enfin il avait toutes les qualités. Vous n'y pensez pas, ça n'est pas un vieux Troyen. Et l'autre de proposer quelqu'un dont on disait que c'était un coureur de jupons, un feignant, un type imbu de lui-même et qui avait des discours incohérents. Oui, mais lui, c'est un vieux Troyen. Alors, il n'y a pas que les Troyens. C'est ce qu'on appelait il n'y a pas longtemps l'esprit provincial, avec une certaine affection. On dira, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça la province. Ce comportement, on est en train de le voir changer dans les médias, dans tout un tas de choses. J'ai peur qu'on ne le voit pas demeurer constant dans les tissus locaux, dans les entreprises locales. Et encore, à Marseille, on a une idée un peu faussée, parce qu'en ce qui concerne la diversité, je crois qu'il y a une longue habitude de mélange, et les gens y font beaucoup moins attention. Moi, il me semblait que dans une république une, indivisible, laïque, et ainsi de suite, seuls les mérites ou les compétences devaient compter, mais on ne fait aucune grille d'évaluation quand on fait un recrutement. On pose des questions aux gens, qu'est-ce que vous avez fait, ainsi de suite, ils répondent, on a le CV, et on verra parmi les solutions proposées à la diversité que ça ne résout pas, enfin le CV anonyme auquel je pense ne résout pas la solution. On a de telles habitudes de cooptation, mais même involontaires, qu'on tend vers une telle consanguinité qu'on a un mal de chien à s'en sortir. Et je pense qu'il ne faut pas dire qu'on a avancé, il faut continuer à être militant, mais militant chacun, militant de la diversité, en se disant il faut se forcer à faire abstraction de sa première impression, de ses sensations. Moi, je me souviens un recrutement dans une maison de Champagne. Le directeur marketing cherchait une assistante en intérim. Alors, il me demande de lui en trouver une. J'appelle une agence d'intérim. Je lui demande de me présenter 3 personnes. Je regarde les CV des 3 personnes, enfin, 3 ou 4 ou 5, je sais pas. Je sélectionne 2 personnes pour le directeur marketing. Je lui dis, on va les recevoir. On les reçoit. Alors, il y en a une extrêmement compétente, mais d'une aridité, enfin, une femme mûre, présentante de façon un peu sèche, mais avec un parcours tout à fait élogieux et promettant d'être une excellente assistante.
Puis la deuxième, c'est une assistante marketing, certes. Elle avait fait un peu de communication, enfin de publicité. Elle était belle comme le jour. Mais magnifique. Une jeune femme magnifique. J'ai vu les yeux de mon gars s'illuminer. Le CV, il n'en avait plus rien à faire. Il a pris celle-là. Bon, on a eu quelques histoires ensuite derrière, mais c'était pas un méchant bougre. Directeur marketing international d'une grande boîte de champagne, je vous assure que c'était pas le dernier des cons, et qu'il avait un bagage universitaire et grandes écoles de commerce, des postes, il avait eu des postes à l'étranger, et ainsi de suite. C'était, quand même, il s'est fié aux apparences et il a pris comme assistante la fille qui lui a paru la plus agréable et pas la plus compétente. Donc, est-ce qu'il nous faudra fixer des quotas? Alors, je sais qu'il y a des pays où ça marche. Je suis pas bien convaincu que chez nous, ça donne quelque chose. J'aimerais bien que là-dessus, vous puissiez participer, parce que moi, j'entends des gens qui disent, oui, mais on pourrait recruter on pense souvent aux étrangers, hein, mais vous vous rendez compte, ça risque de perturber l'équilibre de l'équipe. Voilà, on ne veut pas faire de management interculturel, on se dit qu'il pourrait y avoir un choc des cultures, et on se retranche derrière l'équipe pour dire non, on ne va pas mettre un élément étranger, parce que ça pourrait mal se passer. Et puis alors, on parle de nos spécificités. J'ai lu dans un article une personne qui citait 3 entreprises, un projet. Alors, une entreprise américaine, une entreprise japonaise, une entreprise française. Alors, elle disait, les Américains, ils analysent vite, ils décident vite, et ils font. Les Japonais, ils analysent longtemps, ils décident vite, et ils font. Nous, les Français, on analyse un peu moins vite que les Américains, mais quand même plus vite que les Japonais. Puis une fois que la décision est prise, on ne dit pas comment, on se dépêche de ne pas l'appliquer, on la remet en cause à chaque instant. Alors, je vous demande, est-ce que c'est une spécificité ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse disparaître? Parce que c'est la raison pour laquelle on se fait damer le pion à tous les coups par nos concurrents. Les seules boîtes qui marchent bien, durablement, aujourd'hui, les petites, enfin les petites ou moyennes, c'est celle où le patron est un autocrate qui prend les décisions seul et les fait appliquer, et qui manage un peu par la terreur. Les boîtes qui veulent, comme les anglo-saxons, avoir des fonctionnements un peu plus démocratiques, où on discute, puis on prend la décision, puis on l'applique, chez nous ça ne marche pas, parce que comme on a pris l'habitude de discuter, on n'arrive plus à s'arrêter. Et le nombre de boîtes que j'ai pu rencontrer qui ont du mal dans l'application des décisions, dans le passage à l'acte, dans le faire, parce qu'on en est encore à discuter, est-ce qu'on a bien raison d'avoir choisi ça? Je ne suis pas sûr que là, on ait tort de ne pas vouloir des étrangers pour nous apprendre un peu comment ils font pour décider plus efficacement que nous, souvent. Alors, est-ce qu'il faut rendre le CV anonyme obligatoire? Alors là, je pense que c'est la grande hypocrisie. Parce que vous envoyez un CV sans votre nom, sans votre âge, sans votre lieu d'habitation. Bon, très bien. Votre expérience, vos compétences, ainsi de suite, plaisent, vous êtes convoqué. Une fois que vous serez convoqué, vous aurez du mal à cacher votre genre, votre ethnie, votre handicap éventuel, enfin tout un tas de choses. Qu'est-ce qui va interdire aux recruteurs de dire, attendez, vous ne correspondez pas tout à fait au profil que recherche mon client ou mon entreprise. Ou pourra vous dire tout simplement, on a trouvé quelqu'un qui correspondait mieux. Donc, c'est pas là-dedans c'est pas vers ça qu'il faut se tourner. Recruter, puisqu'on parlait de ce sujet-là, c'est choisir. Choisir, c'est discriminer. Je suis désolé, dans le recrutement, 20 personnes se présentent, on n'en prendra qu'une. Il faut trouver un moyen d'éliminer les 19. Mais il y a des bons critères, il y a des moins bons critères, ou des critères inadmissibles. Donc, ce n'est pas en disant aux gens, on va se cacher derrière son petit doigt, qu'on arrivera à quelque chose. Il va falloir faire de l'éducation, de la propagande presque, pour arriver à convaincre nos concitoyens que quand on est une femme, on a le droit d'avoir envie de travailler à un poste correspondant à ses qualifications, que faire la plonge dans un restaurant avec Bac+5, c'est pas une fin en soi, et il y en a. Et il y en a. Alors certes, elles n'ont peut-être pas choisi la formation qui correspondait directement à tel emploi, mais je croyais qu'à une époque, un de nos penseurs pensait qu'il fallait avoir une tête bien faite dans un corps sain.
Mais tout un tas de formations forment bien la tête et on n'applique pas derrière exactement ce qu'on avait appris. Je signalerai quand même que les architectes anglais sont souvent issus de doctorats de philosophie quand c'est pas de théologie. Et puis après, ils apprennent l'architecture, et puis comme ils ont une tête bien faite, ça marche très bien. Est-ce qu'il faudra alourdir les sanctions? Alors là, je pense que dans un pays où on a attendu les femmes qui avaient fréquenté des Allemands après la guerre, on ira directement vers ça. Parce que donner des leçons de morale à tout le monde, ça on sait faire. Et appliquer des sanctions derrière, on va y arriver. Ça n'a jamais marché. Je ne vois pas pourquoi ça marcherait. Sauf si avec des sanctions financières, on arrive à financer des campagnes de propagande, d'incitation, voire de récompense des meilleures pratiques. Parce que ça peut fonctionner. Donc, je pensais dans le contexte de responsabilité sociale des entreprises, ça va devenir primordial de sensibiliser tout le monde. D'abord parce que l'image des entreprises va en pâtir, le risque juridique va devenir important. Mais il faut avoir conscience que les résistances culturelles sont d'autant plus fortes qu'elles sont souvent inconscientes. Personne ne vous dira qu'il est contre. Mais le résultat, ce qui se passe, c'est qu'on voit recruter beaucoup plus facilement de jeunes hommes en bonne santé que qui que ce soit d'autre. On pourrait commencer par s'attaquer à des choses simples. Je vais vous citer un exemple. Quelle différence substantielle y a-t-il entre un brillant jeune ingénieur et un brillant jeune ingénieur dont la voiture vient d'être percutée de plein fouet par un ivrogne? Sous-entendu, il a été gravement blessé, il lui en restera des séquelles. A priori, il n'y en a pas. Pourtant, j'aurais pas beaucoup de mal à vous démontrer que lequel des deux aura le plus de mal à trouver du boulot. Je peux même vous affirmer que la difficulté du second sera très strictement proportionnelle à la gravité de ses séquelles. Est-ce que c'est normal? Alors, je pense que chacun va me dire non, un ingénieur, on doit pouvoir l'employer. Et s'il était chirurgien ou anesthésiste? Ça, je pense qu'on arrivera à le résoudre parce qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri. Ça fait partie des arguments. On peut amener les gens à être empathiques si on arrive à les mettre dans une situation où eux s'imaginent être la victime de l'accident. Ça peut nous arriver tous les jours, à chaque instant. Un salarié handicapé, par exemple, on sait qu'il va amener sa compétence, qu'il va amener sa différence. Ça, c'est vrai pour un étranger, c'est vrai pour tout un tas de choses. Souvent, il va amener son acharnement à essayer d'être à la hauteur des autres. Il va aussi amener son besoin de solidarité. Parce qu'il faudra l'aider, parce qu'il aura besoin de coups de main de temps en temps. Et je me pose la question de savoir si ce besoin de solidarité, entre autres avantages, fournirait pas un sens, ou un peu de sens, au comportement au travail des autres. On a vu des équipes se souder très fort parce qu'il fallait s'occuper d'un des membres de l'équipe qui avait été victime d'un accident et qui en était sorti handicapé. Quoi qu'il en soit, il va bien falloir qu'on trouve des solutions parce que sinon on n'arrivera pas à combler le vide laissé par les départs en retraite des baby-boomers. Ça, on nous en parle depuis longtemps. On a même reculé l'âge de la retraite à cause de ça. À cause de ça et du financement, mais à cause de ça aussi. La raréfaction de la main-d'œuvre, y compris hautement qualifiée, va finir par entraver le fonctionnement des sociétés. Et parmi les progrès que nous avons pu faire, les grandes sociétés ont anticipé un petit peu et se sont aperçues un peu avant les autres de ça. Et effectivement, il y a des tas de grandes entreprises qui ont embauché des femmes, des diplômés issus de l'immigration, des handicapés, parce qu'ils ont vu l'utilité de ce genre d'action. Bon, le risque juridique, j'en ai parlé tout à l'heure, mais sachez qu'on peut discriminer sans faire exprès. Vous posez une offre d'emploi ou pour un poste, vous mettez la nécessité d'avoir le permis voiture. Eh bien, en mettant permis voiture, vous excluez un certain nombre d'handicapés, par exemple. Et la question qui pourra vous être posée, elle finira par vous l'être systématiquement, c'est est-ce que cette exigence du permis voiture est bien nécessaire ou pas? Et vous pouvez vous retrouver avec une condamnation pour discrimination si la partie adverse peut démontrer que ce n'était pas nécessaire ou qu'une simple adaptation du poste ou de l'organisation aurait pu permettre de recruter la personne. Et c'est à l'emploi. Oui, je finis.
c'est à l'employeur de prouver au juge qu'il n'y a pas eu discrimination. Bon, le déficit d'image, j'en ai parlé. Vous ne pouvez pas avoir des clients divers et avoir une entreprise qui ne le soit pas. Il va bien falloir qu'un jour, parce que les clients, ils vont demander des entreprises diverses. Surtout si le communautarisme progresse un peu. Les replis communautaires s'accentueront, parce que quand une communauté, entre guillemets, ou des gens qui se ressemblent se trouvent en difficulté, la réaction minimum et normale, c'est de se regrouper. Et puis surtout, la situation va devenir explosive. Une majorité peut sans doute espérer pouvoir opprimer une minorité pendant un certain temps. On n'a jamais vu une minorité, le blanc mâle caucasien bien portant, opprimer longtemps une majorité, même multiple, surtout quand tous les phénomènes sont amplifiés par les médias, ce qu'on connaît bien. Pour finir, je vous présenterai quelque chose qui rappellera peut-être des choses à quelqu'un, c'est la roue du team building. C'est la roue de la construction d'équipe. On apprenait, il y a 20 ans à peu près, on apprenait dans les boîtes de management que si on voulait une équipe efficace, il fallait arriver à mettre autour de la table des promoteurs, des innovateurs, des gens qui faisaient circuler l'information, des gens qui savaient maintenir les systèmes, des inspecteurs, des producteurs, des organiseurs, des développeurs. Ça reste vrai, hein. Ça reste vrai, mais regardez un peu comment nous construisons nos équipes en général. Dans les 3/4 des cas, c'est la cooptation dont nous parlions tout à l'heure. Et je crois qu'il va falloir qu'on arrive à apprendre à scientificiser ou à rationaliser nos choix en faisant des grilles d'évaluation et en démontrant que les gens qu'on a en face correspondent ou pas à l'évaluation qu'on a préalablement fixée et s'y tenir. Sinon, on fera passer nos impressions, nos perceptions avant le jugement sain. Merci.